Bien, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bienvenue à cette troisième séance des ciné-conférences sur le documentaire. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Bani Rochnoudi. Je m'excuse, c'est bien dit, ça va? Merci. Donc, qui est une artiste qui est née en Iran, qui a grandi aux États-Unis, étudié aux États-Unis, de formation artistique aux États-Unis, qui a vécu aussi au Mexique, entre le Mexique et la France, et je crois fixé en ce moment en France. Donc le travail de Bani, c'est un travail qui nous intéresse particulièrement, je crois, dans ces séances. C'est un travail qui est, comme on dit, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui concerne la photographie, les installations, le cinéma, qu'il soit documentaire ou non, donc une circulation très intéressante, et aussi qui travaille plus ou moins avec la matière de la réalité, sauf bien sûr quand il s'agit de fiction, mais pas tant que ça finalement. On va dire que c'est la matière, la matière documentaire est une matière importante dans tous les travaux de Bani, ceux que j'ai pu connaître en tout cas. Donc merci beaucoup Bani Rochnoudi de se prêter à ce principe de parler du travail d'autres cinéastes, et pour en arriver éventuellement à son travail. Et puis elle est ouverte, comme tous nos invités, à échanger avec vous sur ses pratiques, sur les films. Et vous allez voir que je crois que c'est une programmation très pensée, et vous allez comprendre assez rapidement, je crois aussi, la rencontre et la question qui est celle que Bani veut que l'on se pose ensemble, qui est le regard et altérité. Bani, c'est à toi. Ouais, tu t'installes pour lire si tu veux. Bonjour. Est-ce qu'il peut baisser un petit peu la lumière? Ah, parfait. Bonjour tout le monde. Merci Arnaud pour cette introduction. Merci Stéphane pour cette invitation. Alors j'ai choisi 2 films aujourd'hui qui m'ont inspiré depuis très longtemps, qui m'ont ouvert les yeux sur ce qui peut être le cinéma documentaire ou il y a un petit écho, je ne sais pas. Vous entendez un écho? Non, c'est moi. Non, c'est moi. Il faut que je m'habitue. C'est pas grave. On est dans la multiplicité, duplicité aujourd'hui de toute manière. Donc le premier film, c'est un film unique parce que c'est le seul film qui a fait Forough Farrokhzad, qui est une poète, était une poète très particulière, très comment je pourrais dire, qui a fait une rupture dans la poésie iranienne à l'époque, dans les années 60. Elle est morte à 32 ans, tragiquement, dans un accident de voiture, alors qu'elle a même peut-être décrit cette mort avant que ça se passe. Et donc elle a fait un seul film, alors qu'elle avait... qu'on découvre dans les écrits maintenant des entretiens, elle avait envie de faire d'autres films. Donc, ce qui est très fort, c'est qu'on peut seulement imaginer quel autre film elle aura fait si elle serait restée en vie. Et puis pour nous, femmes iraniennes, elle est particulièrement importante parce que elle a rompu tous les codes sociaux, tous les comment dire, toutes les traditions établies déjà, même dans un contexte de famille de classe moyenne à l'époque, dans les années 60, où on pense à une certaine modernité pour les Iraniens, à une certaine ouverture vers une vie plus occidentale, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a presque échappé de la maison de son père en
en se mariant avec quelqu'un à un très jeune âge. Je pense qu'elle avait 16 ans ou 17 ans. Elle a eu un enfant très tôt, je pense qu'à 18 ans ou 19 ans. Et puis qui a abandonné complètement la vie familiale 2-3 ans après. Donc du coup, c'était une vie très conflictuelle. C'était quelqu'un qui s'est exprimé là-dessus dans ses poèmes et qui a toujours tout fait contre-courant. Donc parfois on dit que sa mort était précoce, trop tôt, mais voulue par la société en quelque sorte, qui la célèbre aujourd'hui, qui la célébrait à l'époque un peu dans certains milieux, mais qui en même temps l'a trouvée très dangereuse. Et je pense que le film aussi, il nous met dans une espèce de confrontation avec nous-mêmes. Voilà. Donc j'ai parlé beaucoup plus que j'avais prévu. Je voulais lire un extrait d'un poème. Je vais lire un peu plus tout à l'heure. Et après, on peut voir le film. Donc ça, c'est un extrait d'un poème qu'elle a écrit à la fin de sa vie, qui a été publié en 1974 posthume. Elle est morte en 1967. Et ça vient d'un poème qui s'appelle « Croyant à l'aube de la saison froide ». Au seuil d'une saison froide, parmi les miroirs en deuil et les veillées funèbres des souvenirs pâlis, quand la science du silence étreint le crépuscule, comment peut-on arrêter celui qui marche ainsi, patient, lourd, égaré? Comment dire à cet homme qui n'est pas vivant, qu'il ne l'a jamais été? Dans la rue, le vent souffle, les corbeaux dispersés et solitaires tournent dans les vieux jardins de la fatigue, et comme cette échelle est petite, ils ont emporté toute la simplicité des cœurs au palais des contes. Et maintenant, qui pourra se lever et danser, verser sa chevelure d'enfant dans l'eau vive qui piétinera la pomme après avoir pu la saisir et la sentir? Ô ami, ô seul et unique ami, combien de nuages noirs attendent le festin du soleil, comme si l'oiseau s'incarnait dans la courbe rêvée de l'envol, comme si ces jeunes feuilles, s'essoufflant dans la volupté de la brise, n'étaient qu'un mirage de lignes vertes, comme si la flamme violette qui brûlait dans la mémoire vierge des fenêtres n'était que la pure illusion d'une lampe. Dans la rue, le vent souffle, c'est le début de la chute. Le jour où tes mains se sont brisées, le vent soufflait aussi. Chères étoiles en papier, quand un mensonge commence à gagner le ciel, comment peut-on se réfugier dans les sourates des prophètes déchus? Nous nous retrouverons comme des morts il y a 1000 ans, et le soleil jugera de la pourriture de nos cadavres. Ok, on peut voir le film. Juste avant que Bani reprenne la parole, la superbe copie qu'on vient de voir, elle vient du musée, ce film est dans les collections du musée. Il est entré dans les collections à l'occasion d'une rétrospective cinéma moderne iranien en printemps 2018. Voilà. Donc je remercie nos collègues du musée, Philippe Alain Michaud, Jonathan Poutier notamment. Voilà. Ok. Oui, c'est un film qui m'émeut à chaque fois que je le vois, et c'est un film que je regarde souvent parce que je pense que ça me rappelle, ça peut nous rappeler que l'humanité est faite aussi de ce regard vers l'autre, non? C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Et j'ai écrit tout un texte, je vais essayer de le lire parce que je suis à court de mots en ce moment, comme beaucoup, avec ce qu'on regarde justement tous les jours.
et que moi, j'arrive pas à ne pas regarder, parce que c'est quand même ce qui est fait de nos mains, ce qu'on continue à faire et à répéter, cette violence. Et ce qui me sidère, c'est que maintenant, on a un flux d'images qui sort à la minute. Enfin, c'est presque... on regarde ça en continu et ça n'affecte pas le résultat, on n'arrête pas. Donc du coup, quand je préparais depuis quelques jours, je me suis dit, voilà, c'est parfait de voir ces deux films aujourd'hui parce que ça parle à la fois de pourquoi on continue, enfin certains d'entre nous continuent à faire des films sur la violence, sur la violence qu'on inflige à l'autre, qu'on l'inflige sur nous-mêmes. Mais en même temps, comment c'est dur de continuer à le faire quand on voit que ça ne permet pas de l'arrêter. Mais en tout cas, voilà, ce film qui est d'une beauté inouïe et précieuse pour moi, qui parle de la laideur. Enfin, quelle est la laideur? Qu'est-ce que c'est la laideur en plus? Bon, peut-être je vais lire comme ça. Je ne suis pas contre qu'on m'interrompe aussi si on a des questions ou on veut. Enfin, je ne suis pas habituée de parler comme ça unidirectionnellement, donc n'hésitez pas aussi, Arnaud, Stéphane, de m'interrompre. Ça peut aider aussi. Donc, le film commence avec une voix en off. Ce monde est plein de laideur. Il y en aura davantage si l'homme en détournait les yeux. Mais l'être humain cherche des remèdes. Bon, moi, j'ai une autre traduction qui est prise de son scénario. Là, j'ai vu, il y avait d'autres types de sous-titres. Mais vous allez voir sur cet écran une image de la laideur, un portrait de la souffrance, qui serait injuste d'ignorer. Par respect pour l'homme, nous devons lutter contre cette laideur, alléger cette souffrance. C'est cet espoir qui a inspiré ce film. Ce passage, raconté en voix off par un homme, ouvre le film de Forough Farrokhzad. Dans un premier temps, on se dit que c'est une voix typique de documentaire, la voix officielle, la voix d'un homme qui va nous raconter ce qui se passe, ce qu'on devrait penser, sentir, une voix omniprésente, la voix de Dieu, comme on a tendance à dire. Mais dans le film de Forough, même si on évoque Dieu tout au long du film, on se rend compte qu'il n'y a pas de Dieu présent. Dieu n'existe pas, et la laideur humaine qui est montrée, qui s'annonce depuis le début, est attribuée petit à petit à notre manière de regarder ou notre décision de se tourner la tête. On ne sait pas encore à ce moment-là de quelle laideur il s'agit, qui définit cette laideur et qui aura l'antidote. Est-ce une laideur due à nos actes ou c'est autre chose? La voix qui poursuit, pas de l'homme, mais cette fois de Forough elle-même, essaye comme elle peut de donner du sens à ce qu'on voit. Elle emploie sa propre voix ici, pas en tant que poète, mais en tant que témoin. Elle nous raconte ce qu'elle observe, mais surtout ce que tout cela remue en elle. Pleine de l'empathie, mais sans nostalgie ni de peine, elle crée avec sa démarche envers ces gens et envers cette laideur une rupture du récit officiel. Elle rompt non seulement le ton dont on est habitué, mais aussi le mur qui encercle et enferme ces gens, le mur du pouvoir et le regard unidirectionnel. En fait, dès le premier plan, Forough nous met sous le regard de l'autre. On observe, mais on est observé à notre tour. Notre regard est souligné par le montage, par la voix de Forough qui compte, qui raconte. Souvent, les gens qu'elle filme regardent vers la caméra, ils nous fixent. Mais parfois, c'est à travers notre propre reflet que Forough souligne que le film est à la fois construit et l'extension d'une subjectivité qu'elle défend. Elle nous met dans le film autant qu'elle nous tient devant l'écran. L'image qui défile, c'est dans le miroir qu'on s'aperçoit en tant que spectateur, en tant que faiseur de cinéma.
mais aussi dans le visage de l'autre, qu'elle réussit à rendre de plus en plus proche à nous. La première image que nous voyons dans le film est l'image d'une femme, le visage déformé, qui se regarde dans un miroir. La première image que nous voyons est donc un reflet, pour nous souligner que le monde réel n'est pas juste ce qu'on aperçoit devant nos yeux, mais un reflet de nous-mêmes, de qui nous sommes, de ce qu'on pourra et voudra voir, de ce dont nous sommes capables, le monde selon nos envies. La femme, avec son visage déformé, regarde dans le miroir et nous la regardons aussi. Ce sont ces subtilités, cette organisation de l'espace, des détails, du montage et du rythme de la voix de Furur, parfois comme une berceuse qui nous chuchote les simples vérités, qui nous ouvre envers cet endroit et ces personnes invisibles. Elle nous invite, mais surtout, elle nous force à voir les choses pour leur beauté, la laideur dans sa beauté, car humaine. Il ne s'agit pas ici d'une envie de fixer la misère, ni de consommer la douleur, mais de faire une projection et une contemplation sur un moment vécu à côté de ces personnes qui sont finalement comme nous, qui sont nous-mêmes finalement. À chaque moment, le film nous rappelle l'acte même de regarder, notre position, notre jugement face aux images. L'image de la femme dans le miroir se termine avec un zoom qui nous dit qu'on ne devrait pas se distraire, sinon de se rapprocher de ce qu'on préfère éviter. Le miroir est un objet hautement symbolique et central dans les arts persans. Le miroir, qui revient souvent dans l'écriture de Furur, dans ses poèmes, essaie d'ouvrir une brèche entre la tradition, le statu quo, le monde tel qu'il est et tel qu'il l'entoure, et ses convictions, ses désirs, son regard sur l'injustice quotidienne. Je voulais lire un extrait d'un autre poème. C'est un poème du même recueil qui a été publié posthume. Attendez, il est où? C'est un poème qui s'appelle La fenêtre. Et je pense que dans le film, aussi dans le film de Paulet qu'on va voir, elle s'appuie beaucoup sur les maisons, les fenêtres, les murs. Il y a beaucoup d'éléments architecturaux qui reviennent dans le film et aussi dans sa poésie. Demande au miroir le nom de ton sauveur. La terre qui tremble sous tes pieds, n'est-elle plus seule? N'est-elle pas plus seule que toi? Les prophètes nous ont promis un siècle en ruine, ces explosions sans fin et ces nuages toxiques. Sont-ils l'écho des versets sacrés? Ô amis, ô frères, ô camarades, lorsque tu atteindras la lune, inscris bien la date du massacre des fleurs. Toujours les rêves tombent du haut de leur naïveté et meurent. Je sens ce trèfle à 4 feuilles qui pousse là où gisent les vieilles théories, cette femme dans son linceul de patience et de pudeur. Serait-ce ma jeunesse qu'on enterre? Pourrais-je encore gravir ces marches, cette envie de savoir, pour saluer la bonté du Dieu qui erre sur le toit? Je sens que le temps est passé, je sens que je n'ai qu'un instant des pages de l'histoire. Je sens que cette table n'est qu'une fausse distance entre mes cheveux et les mains de ce triste étranger. Dis-moi quelque chose. Que te demande-t-elle, celle qui t'offre la tendresse d'un corps vivant, sinon de se sentir vivante elle-même? Dis-moi quelque chose. Moi, à l'abri derrière ma fenêtre, je suis l'intime du soleil. Après cette première image du reflet, de la femme qui pourrait être Furur elle-même, ou même nous, elle nous montre les enfants, notre seul espoir. Mais ici, même les enfants sont atteints.
Des jeunes garçons lisent des textes qu'ils ont écrits pour Dieu. Ils s'adressent directement à Dieu et lui remercient pour leur avoir donné la vie, pour avoir des parents, pour avoir des parties du corps. Mais quand on regarde ces enfants, quand on les entend, je me demande s'ils ne sont pas plutôt en train d'interroger ce fameux Dieu. Dans le film de Fourrure, il y a une fine ligne entre la vie et la mort, ou si on veut le dire, entre notre vie et leur vie, entre eux et nous. Cette ligne est définie par l'organisation physique du lieu où ces personnes vivent, où ils sont condamnés, les murs, le portail, ce complexe d'immeubles qui les enferme et les maintiennent, ces personnes, loin de notre société, qui nous protègent pendant qu'ils soient isolés. Ce sont des éléments d'architecture créés par l'homme, tels comme la caméra et l'outil photographique et cinématographique ont été créés par l'homme aussi. Mais malgré les murs, malgré la caméra, ces personnes font les mêmes gestes que nous, ils vivent avec les mêmes objets que nous, les pupitres de l'école, le tableau noir, il y a même un mariage. Un monde parallèle qui dit beaucoup sur nos sociétés, ivre d'une illusion de perfection, de progrès, de fausse égalité et de fausses valeurs qui remplissent nos têtes et nos écrans, qui sont au service du pouvoir finalement. Quand Fourrure regarde ces gens, eux, ils la regardent à leur tour. C'est le reflet d'un regard, d'une mise en question de notre position, de ce qui nous divise et de ce qui nous lie, ce que nous sommes et ce que nous aurions pu être, l'un l'autre, l'un pour l'autre. Hier, je vais terminer avec quelque chose que j'ai lu hier sur Instagram. Un jeune journaliste indépendant à Gaza, Motaz Azaiza, qui a écrit « I just don't know what to do more, what to lose more, or what to show more. We all will be killed and the terror will destroy us from inside and no one will stop this genocide. » Je traduis en français. Je ne sais pas quoi faire de plus. Quoi perdre de plus? Quoi montrer de plus? Nous serions tous tués et la terreur nous détruira de l'intérieur et personne n'arrêtera ce génocide. Bon, pardon mais je pense que ça fait partie de lier le passé et le présent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film et on parlera plus tard, je pense, de mon travail et tout ça. On passe à l'ordre, de Jean-Daniel Paulet, qui est de... je ne sais pas si vous voulez que je dise 2 mots sur le film, ou tu veux, Arnaud, juste pour dire quand il a été fait. Ce que tu veux, vas-y. Bon, je vais juste dire 2 mots comme ça. Donc, c'est un film que Paulet il a fait une dizaine d'années après le film de Fourrure. C'était un film de commande d'un laboratoire de pharmaceutique française, suisse-française, je pense, laboratoire Sandoz. Et en fait, c'est Paulet qui a été mis en contact avec Maurice Byrne, qui était un sociologue franco-suisse aussi, qui avait travaillé sur la léprosie. Et donc, ils sont partis en Crète, là où il y avait la dernière léproserie d'Europe, qui était fermée déjà en 1956. Et bon, le film, il dit le reste. Quelle belle projection des 2 films. C'était pas restauré, la deuxième. Hein. Oui, c'était un peu moins... Bani, tu... Non, je n'ai pas beaucoup plus à... Enfin, je pourrais lire tout le livre de Fourrure pour vous, mais non, je voulais avant, mais après j'ai parlé tellement que elle a écrit, elle a fait un entretien Fourrure sur des choses qu'elle a pensées quand elle a filmé, mais je sais pas, ça va peut-être être trop. C'est comme vous voulez.
je suis ouverte à... si tu as prévu. Moi, il y a quelque chose qui, depuis... et bien sûr que les deux films parlent, dans leur singularité, parlent un petit peu de la même chose, qui est d'apprendre à ce que le cinéma nous apprend à regarder. C'est-à-dire que ce sont deux films qui nous donnent à voir plusieurs fois dans le film une image, disons, canoniquement de la laideur, de la difformité physique, et évidemment que cette image n'est plus la même à la première vision. On ne voit plus, Raymond Dacquis n'est plus le même, et pourtant le même au fur et à mesure. Et La Maison est noire est construit quasiment sur, je ne sais pas si ce sont exactement les mêmes plans, mais entre le prologue à l'école et, on va dire, l'épilogue, eh bien, ce sont les mêmes visages et ce ne sont plus les mêmes visages. Si tu pouvais peut-être nous parler de cette question de... Moi, je dirais que c'est des films éducatifs, mais pas au sens, où on apprend. Voilà. Oui. Ça nous éduque aussi, le regard. Oui, je pense que dans les deux films, peut-être un peu plus prononcé, j'allais dire forcé, mais pas forcé, prononcé dans le film de Paulet, il y a la répétition des plans, la répétition des mouvements et de là où il regarde, là où il marche, que dans le film de Farouk aussi, on a pas mal de répétitions dans un montage totalement épatant, très sophistiqué. Mais oui, c'est l'idée du cyclique, peut-être qui à moi m'inspire aussi. Enfin, je pense que quand en tout cas dans mon cas, si je filme des choses, je me rends compte que je les ai filmées déjà et je les refilme. Et à chaque fois que je commence à filmer, je commence par la même chose. Mais après, ça, c'est une démarche peut-être aussi personnelle avec la caméra. Et je pense que là, par exemple, dans le film de Paulet, il a sûrement été assez réfléchi, mais aussi il est fasciné par cette ruine. Je pense que le film, il se passe à deux endroits différents. Donc l'endroit du passé, la ruine, qui est surtout en couleur, et l'endroit du présent. Enfin, quand il filmait Raymond Dacquis à l'hôpital, il le filme en noir et blanc, et donc il mélange ces deux. Mais je peux m'imaginer comment il se baladait dans cette ruine comme un labyrinthe. Il cherche quelque chose et il refait les pas, donc je pense que ça... J'ai pas lu énormément sur le film pour comprendre comment il a travaillé. Mais bon, Paulet, il a souvent filmé des ruines. Dans Méditerranée, on voit ça aussi, ou à Bassaï, le film plus court. Je pense qu'il a une répétition dans ses démarches à chaque fois. Il a sûrement été attiré par cet aspect-là du récit de Raymond Dacquis et les autres lépreux. Il est allé vers la ruine alors que quelqu'un d'autre sera parti sur autre chose. Et dans le film de Farouk aussi, elle a fait un seul film, comme j'ai dit au début, c'est ce qui est triste, mais en même temps, ça nous laisse, pour moi, un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, où elle entre dans l'histoire du cinéma, le canon du cinéma, que maintenant, depuis une quinzaine d'années. Mais oui, la répétition, c'est tout à fait... quelque chose à apprécier dans les deux films. Est-ce que tu sais si Paulet connaissait La Maison est noire? Je sais pas, j'ai pas lu là-dessus, mais pour moi c'est évident. Je pense qu'il y a plein de clins d'œil, tu vois, des travelling en arrière, mais il est refait d'une autre manière où il court vers le gris. Et après même il y a des phrases. Je pense que oui, même avec la voix de la femme quand elle entre, on se dit
parce qu'elle va dire quelque chose. Après, c'est sur un autre registre, mais on se demandera pourquoi cette voix de la femme, alors qu'elle vient 2 ou 3 fois dans le film, pas plus. C'est vraiment cette voix écrite par le sociologue qui est là assez présent. Que parfois, quand je le voyais, ça me dérangeait un peu cette voix, mais en même temps, je pense que ça lutte contre une idée, même si on parle de la catastrophique, enfin, ça rend quelque chose d'assez palpable et assez quotidien. L'état de ces gens et leur enfermement, en fait, ça nous remet en cause. Donc, je pense que le registre de la voix est important. Mais non, pour répondre, je ne sais pas... il a forcément été inspiré. Le film de Farrokhzad a été retiré un peu, tout de suite censuré, enfin, prohibé pendant, je pense que 2-3 ans. C'était sous le Shah, et parce qu'on ne voulait pas du tout qu'on pense à l'Iran à cette époque comme un endroit où il y avait de la misère ou la pauvreté ou des gens comme ça enfermés. Il fallait qu'on montre qu'on était tous des nageurs olympiques et qu'il y avait des fêtes nationales énormes et des femmes en mini-jupe et tout ça. Donc de voir ça, cette pauvreté qui allait aussi avec... la province, tout ça. Donc, mais je pense que ça a duré juste quelques années. Donc, sûrement, le film avait été vu après en France, j'imagine. Parce qu'il y a 11 ans de d'écart entre les films. Et le film La Maison est noire, il avait été vu à Venise, hein, c'est ça, et je ne crois pas dire de bêtises. Oui, je sais pas. À la Mostra de Venise, il avait eu quand même un certain retentissement. Il y a aussi une analogie entre les deux films, c'est dont tu as parlé tout à l'heure sur comme on dit, les murs lépreux, les murs lépreux et la peau. Il y a quelque chose comme ça d'une analogie, d'une circulation entre le bâti et la figure humaine, qui est sûrement une figure du temps finalement. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez toi, Stéphane, tu as non, mais ce que je constate, c'est que dans les deux films, il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, qui en fait l'intérêt, c'est que d'un côté, il y a une mise en œuvre formelle qui est assez sophistiquée, dans le film de Paulet, par exemple, dans le film de Foro, je n'arriverai pas à prononcer le nom. Mais cette mise en œuvre sophistiquée est un peu, enfin, se tait ou s'amoindrit devant l'idée qui est à défendre tout de même. Donc c'est des films assez sophistiqués formellement et qui ne veulent pas en faire trop, j'ai l'impression, qui ont un message moral à faire passer. Donc ça, c'est assez particulier quand même. On ne voit pas souvent ça. Oui, on voit de moins en moins ça. On voit de moins en moins ça. Je pense que ce qui est très fort là, c'est que on souligne qu'il y a une caméra présente. Enfin, dans le premier film, par les gestes de caméra, par les regards vers la caméra. Dans le deuxième, évidemment, on est face à face avec Ramondakis et aussi, il n'arrête pas de interroger. Vous allez repartir avec votre machine, votre appareil, vous allez faire n'importe quoi, donc c'est très frontal et c'est très fort. Et dans les deux films, il y a une mise en cause. Dans le film iranien, il y a la mise en cause de ce Dieu dont l'œuvre est hideuse. Donc je ne sais pas ce que dans les dernières années on peut dire de ce film en Iran, officiellement. Et puis la stupéfaction du film de Paulet, c'est que tout d'un coup, on est pris à partie alors qu'on croyait être innocent. Et ça, c'est très fort. Je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été très surpris. Que tout d'un coup, le film s'adresse au spectateur qui est en général mis du côté du film, et là, il est mis devant le film. Oui. Et c'est extrêmement fort, je trouve, et très inattendu, et très bouleversant.
Et j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long, beaucoup plus profond. En fait, c'est très bref, mais tellement puissant que ça inonde complètement le film. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est une mise en œuvre formelle très subtile, très belle. Et d'ailleurs, pour dire la vérité, je ne me souvenais pas qu'elle était aussi belle et aussi fine dans le premier film. Ah. L'effet de surprise me l'avait un peu caché. Et là, je me suis aperçu que la mise en œuvre cinématographique est très, 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 très poussée, très belle, très pensée. Alors c'est ça un peu la difficulté de ces deux films, c'est qu'ils ont, la difficulté en termes de cinéma, c'est qu'ils ont ce formalisme très abouti et puis la violence du message, hein, et on ne voit pas souvent ça. On voit pas souvent ça, je trouve. Donc ça les rend assez forts. Oui, oui, c'est des films très uniques, singuliers. Des questions, Claire? Quelqu'un d'autre qui... Merci. Donc, par rapport à votre travail et les films aussi, quel est le pouvoir du regard pour vous, le regard du caméra, le regard des spectateurs? Quel est le pouvoir? Quel est le quoi? Pouvoir. Pouvoir, oui, oui. Mais je pense que, oui, on m'a demandé de parler de mon travail et j'avais peut-être envie d'amener des extraits. Après, je me suis dit non, je ne peux pas montrer mon travail à côté de ça, mais juste parler de comment ça m'inspire ou ce qui ça m'a appris. Je pense, en revoyant les films aussi aujourd'hui et avant, je pense que ce que j'essaie d'intégrer dans si je filme des gens, parce que après je fais aussi des films sur des murs et des choses comme ça, mais si je filme des gens, c'est aussi d'utiliser la caméra comme quelque chose c'est un objet entre deux personnes, et qu'on le souligne comme l'outil qu'il est, qui peut aussi être dans la main de l'autre comme il peut être dans mes mains. Et donc c'est surtout pour moi une manière de m'approcher à quelqu'un, et surtout dans un film que j'ai fait en 2007 en Iran, Un peuple dans l'ombre, que vous pouvez voir gratuitement sur dérive.tv, sur le site de Dérive. Là, c'est moi qui me déambule dans la ville avec une caméra à la main. Et chaque personne que je filme, évidemment, il y a un rapport qui se crée avant que je soulève la caméra. Je me cache jamais derrière la caméra n'est jamais cachée. C'était une grande caméra comme ça, qui est déjà bizarre de marcher à Téhéran avec une caméra comme ça, même à l'époque. Là, ça va être impossible aujourd'hui. Mais de faire entrer cet objet dans le rapport aussi, c'est évidemment quelque chose qui va influencer ce qu'on veut me dire, ce qu'on veut me présenter. Parfois, comme Raymond Dakis il fait, on m'interrogeait sur pour qui tu travailles, où est-ce qu'ils vont aller ces images. Et tout ça, pour moi, ça fait partie du rapport, du privilège que j'ai, que moi, je peux filmer. Et eux, ils sont là. Maintenant, tout le monde peut se filmer, et tout le monde filme. Et c'est très fort comment ça commence à secouer un peu nos relations aux images. Mais dans tous les cas, quand on fait un film comme ça, documentaire, avec des gens, il y a forcément un rapport de pouvoir qui filme, qui va mettre ça ensemble, qui va monter ça et qui est le sujet, entre guillemets. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est une éthique de travail qui m'intéresse.
et ne pas capter ou attraper le sujet dans un dispositif qui va permettre à moi d'avoir ce que je veux. Je laisse beaucoup de place à l'hasard et à que ça ne marche pas non plus, entre guillemets, marche. Il y a aussi le film, peut-être pas tout à fait, mais suivant, People in the Shadow, qui est The Silent Majority Speaks, où il s'agit de mêler des images qui sont les tiennes, des images et des images d'archives qui remontaient. C'est un film qui, je pense que tu le résumeras mieux que moi, mais qui reprend des gestes politiques de libération, on va dire, et d'émancipation et de répression du début du XXe siècle en Iran, jusqu'au... c'est un film dont les images qui étaient les tiennes et au présent, les images du mouvement vert de 2009 en Iran. Et alors, quel est le rapport, quand on est cinéaste, à cette matière qui est la sienne, que l'on a filmée, regardée, cadrée, et les autres images? Oui, dans le cas de ce film, j'ai filmé parce que je pouvais et je devais. Et donc là, il n'y avait pas de question pour moi si je filme ou non. C'était encore un privilège. J'avais un permis pour filmer dans la rue. Et puis quand ça commençait à être de plus en plus fort, tout le mouvement et toute la... Enfin, j'avais un permis pour filmer, je ne sais plus sur quelle prémisse on avait demandé une autorisation, que c'était une autorisation assez automatique à travers l'association de documentaires dont je faisais partie. Donc à l'époque, on donnait les permis comme ça. Donc j'avais inventé une fausse idée comme ça, juste pour pouvoir filmer. Et puis, il y avait tout ce qui se passait dans la rue. Et donc, j'ai dit, comme je peux filmer, il faut que je filme. Donc, j'ai filmé. Après, quand ça commençait à s'éclater, je continuais jusqu'au moment que je trouvais ça ne mettait pas en cause ma vie totalement. Enfin, c'était pas trop dangereux. Et puis, mais bon, ça ne faisait pas un film pour moi parce que je filmais pour témoigner, pour avoir cette archive déjà de ce qui se passait, ce qui était vraiment inédit. Et après, quand j'ai eu envie de faire un film, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à filmer, qu'il y avait beaucoup de monde qui filmait comme ils pouvaient et parce qu'il fallait filmer. Et donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait parler de ça, du fait que si on filme, c'est parce qu'on ne peut pas laisser ça à l'oubli, mais en même temps, on ne sait pas du tout à quoi ça va servir. C'est comme les jeunes qui filment à Gaza en ce moment. Je pense qu'ils doivent être dans un état de détresse totale parce que ça ne fait arrêter rien, mais on ne peut pas arrêter de filmer. Donc du coup, le rapport était que j'étais en dialogue avec ces images et c'était toutes les images que je ne pouvais plus filmer moi parce que j'étais plus sur place. Et aussi, je voulais donner une place importante à ces images faites avec des portables, comme un vrai geste, pas de cinéma, mais un vrai geste de témoignage. Et donc, voilà, c'était pour ça que j'ai marié un peu les deux. Comme si... il y avait un point de départ qui serait une sorte d'objectivité, au sens de témoignage, de prélèvement, et ensuite de l'amener vers le cinéma par le montage. Et d'ailleurs, il me semble que les deux films qu'on a vus ont des sortes de présupposés un peu... classiquement documentaire, la lèvre, c'est ceci, c'est cela, presque informatif. C'est vrai que le deuxième est une commande d'un laboratoire médical. Et je trouve ça
très intéressant, et ça, c'est quelque chose dont on parle souvent ici, c'est comment, comment on déplace ce qui serait de l'ordre du document ou de l'empreinte comme ça sur la réalité pour l'amener vers une forme cinématographique, artistique. Voilà. Ça, c'est quelque chose de... Dans le film de Foros, j'ai pas cette impression, j'ai pas l'impression que ça a été filmé sous la forme de document. Hein. C'est tellement composé et regardé et vu que moi, j'ai pas le sentiment que c'est du document. J'ai l'impression que tout de suite, alors je sais pas comment elle a procédé avec son opérateur. Tu as peut-être des renseignements là-dessus, mais attends, j'arrive dans 2 secondes. Mais j'ai l'impression que dès le début, et d'ailleurs il y a des choses qui sont filmées, une feuille, une flaque, des choses qui... Elle a voulu filmer la pensée, hein, tout de suite. Donc il y a pas c'est pas du matériau brut, le premier film, et le deuxième non plus, d'ailleurs, parce qu'il y avait pas de matériau brut du tout. Donc... Moi, je parlais de cette objectivité, elle serait effectivement pas dans les images, dans la voix. Il y a quelque chose dans la voix qui passe presque d'informatif. Voilà. Et même dans La Maison est noire. Voilà. Oui, il y a 2 moments, enfin dans les 2 films, il y a des moments. Oui, la voix de Dieu qui commence, la léprosie, c'est... Je pense que dans les 2 cas, c'était des films de commande. Alors, des films de commande qui ont dérapé totalement. Je serais curieuse de savoir, les laboratoires Sandoz, comment ils ont commissionné ce film, qu'est-ce qu'ils ont pensé après. Oui, mais je crois qu'il faut faire un peu attention à cette idée de film commande. Disons peut-être trouver un petit peu d'argent, des possibilités de faire le film, mais ça ne ressemble pas à un film de commande. L'ordre, c'est un film de commande. Donc le terme n'est pas très approprié. C'est plutôt qu'il y a une occasion, une ouverture, et quand on fait un film, on est toujours à la recherche d'occasion et d'ouverture. Mais je ne vois pas un film de commande qui aurait mal tourné dans aucun des 2 cas. Je pense que dans les 2 cas... et Paulet faisait beaucoup de films sur la Grèce, il a toujours été dans ces coins-là, donc ça l'a intéressé, il en avait peut-être entendu parler, enfin... Non, mais c'est venu de la commande. Hein. Là, j'ai lu là, sur le film que c'était vraiment une commande de ce laboratoire qui avait... cette société pharmaceutique et médicale qui probablement avait trouvé... une des solutions pour la léprosie et qu'ils avaient parlé avec le sociologue qui a aussi parlé à Paulet. Je pense que c'était pas lui qui a proposé le film en tout cas. Mais voilà, si on propose à un artiste comme ça, mais ça serait intéressant de savoir quelle a été la suite après pour le laboratoire avec le film. Oui, je voulais juste dire merci Bani de nous avoir choisi ces 2 films. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ces 2 films, en fait, c'est un mot tout simple, mais qu'on oublie peut-être un petit peu de dire parfois, c'est la beauté de ces visages finalement, parce que on a l'impression on s'attend à voir quelque chose de laid et en fait toutes les images sont belles et j'ai l'impression que c'est lié à la façon c'est comme si les visages étaient filmés comme des matières, quelque chose d'une organicité qui nous relie tous, et je trouve que les visages sont filmés et les corps sont filmés comme la nature, comme les murs, comme on a l'impression que tout devient matière et que tout nous parle, et que j'avais cette impression très étrange qu'on ne voyait pas l'autre, c'est-à-dire on n'avait pas cette gêne de voir l'autre, mais qu'on se voyait soi-même et qu'on n'était pas dans une position de voyeur. Alors, moi, j'ai pas vraiment senti un message moral, comme disait... mais j'ai plutôt senti un espèce de quelque chose, d'un partage d'expérience et
quelque chose auquel on est confronté et qui nous remue, quoi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je voulais remercier pour ces choix et puis dire peut-être aussi que peut-être aussi par rapport à ce que tu je sens bien l'espèce de réflexion qui t'habite en ce moment sur justement les images. Qu'est-ce qu'on fait des images, qu'est-ce qu'on fait des témoignages, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on voit et que tu dis que tu n'arrives pas à t'empêcher de voir. Et j'ai l'impression que oui, c'est vrai que ces deux films quelque part font du bien parce que c'est comme s'ils nous amenaient à sentir comment les images peuvent parler en étant autre chose que littérales, alors qu'en réalité elles sont très littérales. Ça dépend comment on comprend ce mot-là, mais je veux dire que c'est comme si tu nous amenais assez loin pour parler de quelque chose d'assez proche. Voilà. Oui, merci Claire. Oui, je pense que j'adore dans le film de Fullur que ça commence avec, voilà, vous allez voir de la laideur, mais ça sera encore plus laid si on ne regarde pas. Et après, on se rend compte très vite, comme je disais, par rapport au miroir, que les miroirs sont présents pour nous tout le temps, enfin dans notre culture et tout, mais aussi je pense que le miroir qui peut, par exemple dans notre culture, le miroir n'est pas comme dans la culture, j'aime pas dire occidentale, j'aime pas ces divisions comme ça, mais bon, c'est pas le moi qu'on voit dans le miroir, c'est pas le narcissisme de je me regarde, on utilise des miroirs pour regarder l'autre. Et donc, c'est beaucoup moins violent de regarder l'autre dans le miroir, dans son reflet. Par exemple, les mariés, normalement, ils découvrent leur visage, on dit, pour la première fois dans un miroir, pour ne pas être cet acte violent d'être confrontés l'un à l'autre. Et donc, je trouve ça très fort parce que on peut se voir à soi-même dans le miroir parce qu'elle nous met dans ces gestes que cette femme, elle se regarde. Mais on regarde pour apprécier notre beauté, pour nous. Mais quand on a un visage comme ça et on nous regarde, enfin, il y a plein de couches à ça que je trouve aussi. Et c'est des films très simples, mais avec un montage surtout qui fait que on est face à une construction douce, et donc c'est en douceur. Le montage, il suit la douceur de l'image, parce qu'il y a juste un truc que je voulais rajouter, que j'ai oublié, il y a cette beauté, mais il y a aussi surtout, enfin c'est 2 secondes, hein. Je veux dire, j'ai parlé de la beauté, mais en fait ce que je voulais surtout dire et qui se trouve que j'ai oublié, c'est l'amour. Je trouve qu'on sent un grand amour dans le regard sur ces gens-là et sur ces paysages-là. Et c'est ça qui fait qu'on est pris là. Et c'est drôle parce qu'en réponse à ce que tu dis, tu parles du miroir et tu parles des mariés, donc il y a quelque chose avec l'amour en fait qui passe. Et enfin, bon, je pense que c'est ça qui peut donner de l'espoir. Oui, tout à fait. Je voudrais dire quelque chose à ce sujet, c'est que il y a un petit risque, peut-être, qui consiste à oublier qu'on est des spectateurs. C'est-à-dire qu'on est assis au chaud, qu'on a la police, et qu'on regarde quelque chose qui nous bouleverse, mais qu'on n'est pas dedans. Et c'est une position éminemment confortable, c'est la position toujours confortable du spectateur. Le deuxième film l'a fait basculer, cette position, puisque tout d'un coup, le pauvre petit spectateur qui se croyait du bon côté se voit interpellé et mis en cause. Et de façon inattendue, parce qu'il ne s'y attendait pas, et ça lui fait beaucoup de bien par ailleurs. Et dans le film de Paulet, c'est une très très bonne idée. C'est très beau, c'est très fort, c'est très puissant, cette mise en cause de vous, et vous, c'est tous les autres, vous qui allez partir insincère avec la caméra, mais vous aussi qui regardez. Donc, quand on parle d'amour et de beauté, oui, c'est vrai, bien sûr, mais on est bien planqué.
On est bien planqué. Et eux, dans cette petite île grecque, ils ne mettent pas de miroir. Hein? Alors, il faut pas... il faut faire un tout petit peu attention à ça. On est dans une position privilégiée. Et la position privilégiée du spectateur, c'est elle qui permet de tout voir au cinéma avec empathie. Mais c'est une position privilégiée. Et donc, ça serait intéressant de regarder ce que c'est que cette position privilégiée. C'est-à-dire, nous qui sommes là, qui voyons ça, on va nous montrer l'horreur. Hein, c'est ce que dit Fauro au début. On va vous montrer la laideur absolue et ce serait encore plus laid si on ne le regardait pas. Mais on va quand même nous la montrer. Et c'est pas rien de dire ça et c'est pas rien de le faire. Donc, je suis en grande partie d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a un petit risque à penser que le spectateur est, comment dire, forcément innocent ou... Hein? Vous pensez ça au contraire. Ouais. Moi, je ne me sens absolument pas innocente, je me sens extrêmement mise en cause par ces films. Oui. Beaucoup plus que par des films où on parle autrement et où justement on montre en se mettant au-dessus des situations, en nous disant quoi penser. Donc au contraire, je ne vois pas la contradiction en fait. Parce que justement, moi, c'est un film j'ai l'impression que c'est pour ça que Banny veut le partager et que ça tombe aussi peut-être bien, parce que je ne pense pas qu'elle ait choisi ces programmes récemment, mais que ça nous met en cause par rapport à plein d'autres choses. Et moi, je trouve que les beaux films, c'est les films qui nous font sortir de leur sujet. Et là, moi, je suis plus je suis plus uniquement dans la lèpre, je suis vraiment dans l'interrogation de qu'est-ce que c'est l'autre et pourquoi dans ces films, l'autre n'est pas que l'autre, mais il est aussi moi-même. Donc je comprends ce que vous voulez dire, mais moi je ne le vis pas comme ça. Alors peut-être, oui, moi je suis pas toujours capable d'empathie en tout cas. Alors je suis peut-être un spectateur particulier, mais c'est au contraire, je trouve ça compliqué. Mais je veux pas monopoliser le. Je pense que ça sera vraiment faux et simpliste de dire que le spectateur est toujours empathique, parce que on est aussi assez grotesque dans nos désirs. Donc, je me rappelle une fois, ça entre dans ma tête ce souvenir, donc je vous le raconte. J'étais au Mexique et je ne sais pas par quel malheur, on a décidé d'aller voir un film de Tarantino au cinéma. Et j'ai toléré 15 minutes. Non, parce qu'on coupait des têtes et les gens, ils étaient fous, c'était des fous rires. Et donc, c'est de dire que les spectateurs, ils sont toujours empathiques, c'est faux. Je pense qu'il y a beaucoup de désirs vraiment... L'être humain est grotesque. Et moi, je vis avec ça en ce moment, que l'être humain est grotesque, de pouvoir répéter les violences une fois et une autre fois et une autre fois. Et ces deux films, pour moi, c'est une manière justement de prendre le grotesque, l'abject, l'obscène, l'horrible, et de le rendre totalement quotidien et beau, et pas une beauté, disons, comme il y a des films de no-fiction ou de fiction en ce moment qui prennent des... Même il y avait un film voilà, j'oublie. Un réalisateur français, je me dis, peut-être je ne devrais pas le dire, comment il s'appelle? Si, il faut le dénoncer, là. Non, mais il y a un film et qui s'appelle, voilà, le film s'appelle L'Humanité, que j'arrivais pas à voir. Bruno Dumont, évidemment. Il y a d'autres films de Bruno que j'aime bien. Ce film-là, qui s'appelle L'Humanité, j'arrivais pas je peux pas être voyeuse de cette manière de quelque chose qui est grotesque et qui peut être moi demain, ou qui peut être n'importe qui. Donc la souffrance, parfois on aime le regarder, pas pour sentir que... On le regarde pour sentir qu'on peut regarder et sentir quelque chose, donc on est meilleur que ça. Mais finalement, j'ai très peu d'espoir en ce moment. Donc c'est très dur de penser qu'il n'y en a pas des exemples qui nous montrent autrement. Voilà.
moi, j'ai l'impression que ce sont des films que je rattache à d'autres, où on fait un parcours, en fait. C'est ça, on est transformé. C'est un film sur nous. Enfin, au début, on est face à des autres un peu absolus, en tout cas, voilà, par la difformité, la laideur, et tout ça. Je ne me décris pas comme un canon de beauté, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais, et que finalement, d'abord, c'est une forme d'acceptation et puis d'apprendre à voir, je reviens à ce que je disais. Et je pense à un autre film depuis tout à l'heure qui est très différent, mais qui, pour moi, quand je parle du parcours de spectateur et puis d'apprentissage qu'on fait, je pense à L'homme sans nom de Wang Bing, que je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est, au début du film, on voit une sorte d'homme animal comme ça qui vit dans un trou, puis on passe du tout ce qu'il fait, on dirait une bête. Et puis le film nous apprend à le regarder, puis nous apprend que c'est une sorte qu'il y a une extrême rationalité, il y a une économie, il y a une intelligence, une sophistication. Et c'est-à-dire que c'est un film où cet homme part quasiment en dehors de l'humanité, et puis à la fin du film, c'est insemblable. Et je trouve que, d'une certaine manière, ces films... oui. Oui. Alors là, bon, quelqu'un demande la parole depuis tout à l'heure. Merci. Mais peut-être que... c'est que j'ai l'impression que notre empathie, elle vient dans ce cas. Oui, on est empathique, mais j'ai pas l'impression que ça se passe à travers les images, parce que finalement l'homme qui est interrogé dans le deuxième film, il en a marre des images. À un moment, il dit que tout le monde est venu, que tout le monde a filmé, qu'on les a. Ça a circulé, ces images ont circulé. Mais je trouve que ce qui nous reliait à lui, c'était sa voix. C'était pas moi. À chaque fois que je le voyais, j'étais, il faut le dire, j'étais quand même bousculée à chaque fois. Donc, j'ai pas l'impression que ça passe vraiment par les... oui, c'est l'apprentissage des images. Il est loin d'être... ça suffit pas, quoi. J'ai l'impression. Les images, voilà. Il y a vraiment la question de, à chaque fois, et même dans le premier film, c'est le fait c'est sa voix qui nous ramène, et la poésie de ce qu'elle dit qui nous force à regarder aussi, j'ai l'impression. Oui, ben, personne n'a dit le contraire. C'est des films entiers, et je pense si on ne le regardait pas... Moi, j'aime pas dire qu'il a été interrogé. Je pense qu'il y a un moment de partage, et que surtout, on ne l'a pas coupé la parole. C'est ça, on lui laisse dire tout, et on montre même le micro à un moment donné, pour faire savoir que c'est sûr qu'on a coupé son entretien, mais qu'on a laissé beaucoup de choses que dans beaucoup d'autres films, on aura coupé. Et que normalement, on regarde sans entendre, et là, on entend, et même dans le film de Furur, il y a plusieurs couches de voix, et les enfants qui parlent et qui rigolent. En fait, c'est des moments de partage dans les deux films. Mais justement, c'est pas... Même s'ils vivent dans des prisons, comme lui, il dit, nous, on est plus libres que vous parce qu'on ne meurt pas seul, alors que vous pouvez être seul dans un hôpital à mourir. Donc, je pense que dans les deux films, on est peut-être dans le premier film un peu moins, mais on est égaux. Enfin, on est sur le même... comment on dit, plateau, plane. On est sur le même... il y a un partage frontal qui se fait. Oui, moi, c'était pour revenir à la question de l'empathie avec le film de Paulet, où dessus, il y a aussi cette question de la contagion qui est toujours là, en fond, où comment est-ce que la maladie se transmet. Et il y a aussi ce moment où on se demande même si elle se transmettrait pas. Enfin, la question se posait de même que certains l'auraient attrapé par le regard, et là le monsieur nous fixe par le regard, donc le spectateur est aussi confronté à cette question de la lèpre, enfin de l'attraper soi-même, et ça c'est quelque chose qui est aussi là. Et le vieux aussi dans ce film-là, le monsieur nous parle de partir, enfin
ils reviennent parmi nous, ils se plaignent de nous. Donc je ne sais pas si cette question de l'égalité-là, elle est encore, enfin, elle est aussi présente dans le second film que dans le premier. C'est un bon moment pour moi de lire un peu de ça, parce qu'elle parle de tout ça. Et puis j'ai regardé l'heure, donc on a du temps. Donc ça, c'est pas pour éviter ta question ou ton commentaire, c'est justement pour... Donc ça, j'ai trouvé, c'est un recueil, je pense que ça existe que en français. Enfin, c'est des choses écrites en persan, mais il n'y a pas de version en anglais de ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le chercher. Ça s'appelle La Nuit lumineuse, écrit, lettres, récits, nouvelles, entretiens, scénario de Forough Farrokhzad. Donc là, c'est sur La Maison est noire, extrait d'un entretien avec Forough. Alors, il dit « J'ai accompagné le docteur Raji à Tabriz pour voir la léproserie de près et étudier les possibilités de travail. Les responsables de la maison, y compris le chef du dispensaire et le médecin adjoint, étaient contre ce projet. Il n'y avait que ce médecin adjoint à la léproserie qui traitait les malades avec des médicaments simples comme des sulfamides. La léproserie de Tabriz se trouvait dans une région montagneuse, difficile d'accès, et quand je suis entrée dans la maison pour la première fois, la vue était horrible. La réaction des lépreux pendant les premiers jours fut très négative, parce qu'ils avaient toujours reçu des visiteurs qui ne voyaient que leurs défauts. Je me suis efforcée dès les premiers jours de penser qu'ils étaient des gens ordinaires. J'étais gentille avec eux, j'ai partagé leurs repas et j'ai touché leurs blessures. Les gens qui s'opposaient à nous les premiers jours ont fini par devenir nos amis et nous faire confiance. Le premier jour, quand j'ai vu les lépreux, je me suis sentie très mal. Les gens qui vivent dans une léproserie ont toutes les caractéristiques et tous les sentiments des hommes, mais il leur manque un visage humain. La vie dans une léproserie, pour les lépreux eux-mêmes, se déroule très normalement. En principe, leur vie n'est pas différente de la nôtre. Ce qui est normal à leurs yeux, c'est-à-dire leurs défauts physiques, est à première vue très regrettable et même terrifiant pour nous. Par exemple, j'ai vu une femme qui avait un visage totalement abîmé et n'avait qu'un trou noir au milieu de son visage pour parler. Elle avait voilé son visage en entier et avait laissé seulement ce trou non couvert. Les enfants que j'ai rencontrés étaient tous en bonne santé avant l'âge de 4 ans. Mais parmi les plus grands qui allaient à l'école, les lépreux n'étaient pas rares. En général, dans une léproserie, les familles vivent ensemble. Il se peut que dans une famille, tout le monde soit lépreux, sauf un petit enfant qui n'attrapera jamais la lèpre. Je partageais leurs repas, je touchais leurs blessures, leurs mains et leurs pieds sans doigts. C'est ainsi qu'ils m'ont fait confiance. Même maintenant, après 1 an, certains d'entre eux m'écrivent des lettres, m'envoient des pétitions pour que je les adresse au ministre de la Santé et que je lui dise que les rations de riz sont volées, qu'ils n'ont pas de nourriture ni de bain, que leurs enfants se roulent dans la boue, qu'ils souhaitent pouvoir travailler. Dans le passé, le mariage entre les lépreux était interdit. Apparemment, depuis 2 ou 3 ans, il est autorisé. Jadis, toutes sortes de contacts physiques entre les femmes et les hommes se faisaient en cachette. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui était tombé amoureux d'une femme et qui l'avait tuée. Il aurait été exécuté récemment à Tabriz. Dans une léproserie, les envies amoureuses et sexuelles sont très fortes. Pendant les 12 jours que nous avons passés là-bas, il y a eu 4 mariages. Vous voyez quelques scènes du dernier mariage dans le film. Et combien d'enfants? La maison grouille d'enfants. Heureusement, la plupart sont en bonne santé. Petits bébés, jolis bébés. Désespoir n'a pas de sens pour eux. Quand les lépreux entrent dans un tel endroit, ils sont déjà allés au-delà du désespoir. J'ai plutôt vu des gens qui s'attachaient à la vie. J'ai vu un homme au visage gonflé comme un ballon et paralysé qui s'asseyait toujours au soleil et regardait le ciel. Quand le médecin voulait lui faire une injection, il criait « Tu veux ma mort? Je veux vivre, je veux vivre !» Les lépreux s'habituent à leur vie. Ils savent tous qu'ils ne peuvent pas avoir une autre vie. Ils acceptent leur destin. Ils savent que s'ils sortent avec des mains mutilées, ils seront tout de suite remarqués.
Les aspirations dans une léproserie sont celles d'êtres humains confinés entre 4 murs. Ce film fut pour moi une expérience, une épreuve. Quand j'ai dit au revoir aux lépreux, j'étais contente de moi-même, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais testé ma résistance, ou peut-être parce que j'avais recueilli l'amour des gens qu'on refusait d'aimer. Voilà, je pense que voilà, c'est il faut pas trop le enfin, alors qu'on essaye de l'intellectualiser, il s'agit des gestes de vie. Voilà. Depuis le début des questions-réponses, on a beaucoup parlé de l'empathie, mais dans le deuxième film, à un moment, la personne qui est interrogée dit bien « je ne cherche pas la pitié ou la compassion ». Est-ce que finalement les deux films ne permettent pas justement de se confronter à cette réalité-là et de dénoncer l'indifférence ? Je ne sais pas. Parce qu'enfin, on les déshumanise. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je ne suis pas l'experte assise ici à donner les réponses. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Bah, moi, je pense que, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Surtout qu'une fois que les personnes avaient la lèpre, on les déshumanisait. Là, par exemple, la citation que vous avez lue, ils ont toutes les caractéristiques des humains sauf le visage. C'est comme si, en fait, déjà, en se confrontant à eux, on les considérait plus comme des humains, mais on les analysait sous un autre prisme. Et on les comparait comme si nous étions des humains et pas eux. Donc c'est finalement ce rapport à l'altérité. Et moi, j'ai surtout senti ce rapport de... On les montre parce qu'ils n'existent pas si on ne les montre pas. Au-delà de générer de l'empathie, de la pitié et de la compassion. Oui, je pense qu'il y a un geste... pour rompre l'invisibilité de ces gens-là, forcément. Parce que c'est pas que ces gens-là, c'est nous, en fait. Ça reflète nous, et puis bon, je pense qu'il y a plus de lépreux dans le monde, peut-être, je sais pas, il y en a en Inde, ouais, ça existe encore, ça revient aussi. Ça va revenir de plus en plus, je sais pas. Enfin, je suis très pessimiste en ce moment. Peut-être juste pour évoquer, il y a une question là-bas, mais après j'ai peur d'oublier les questions. C'est pas qu'elles soient plus importantes, mais sur un peu la complexité politique des films, ou en tout cas du deuxième film, qui nous dit quand même, qui fait tout un trajet sur qu'ils étaient enfermés entre eux, vraiment une image de l'isolement de la société, etc. Qu'on les a ramenés dans la société et que l'utopie, c'était l'enfermement. Mmh. C'est quand même un trajet politique assez intéressant, mais complexe. Oui. Je ne sais pas si toi... Ah non, j'adore cette partie où... Enfin, j'adore qu'au début, les mauvais et les méchants, parce que souvent il en faut dans les films, c'est les gens qui les ont dénoncés, que c'est la police, et voilà. Et puis après, évidemment, une fois qu'on est retourné dans le monde du statu quo, on regrette l'île, où peut-être finalement ils étaient tranquilles à l'air libre, quoi. Donc voilà ce que je disais au début sur l'illusion de la perfection et les illusions dont on se remplit et qu'on se raconte tout le temps. Mais oui, non, le film de Paulet, il est très fort parce que, après, c'est son personnage qui est fort, qui était une espèce de intellectuel, fils de classe assez aisée. Enfin, je ne sais pas si c'était des marchands, mais c'était quelqu'un de statut qui se retrouve... lépreux comme ça, et donc pour ça il est très articulé aussi sur son sort, sur le sort de cette communauté, forcément une communauté finalement, et sur l'acte violent de les enfermer et après de les libérer entre guillemets. Donc et puis il a un vrai point de vue, il a un vrai regard sur
nos sociétés. Donc, c'est ça qui rend le film totalement inédit et tragique à la fois. C'est que depuis cette société enfermée, invisible, isolée, il a une critique envers de là où il a été rejeté. Ce qui n'est pas quelque chose qui... Enfin, là, pour le coup, comment dire, La Maison est noire est vraiment un... Enfin, je ne sais pas si c'est pas pour apporter du débat, mais me semble plus clairement une dénonciation de l'enfermement. Je ne pense pas qu'il y ait l'idée d'une contre-société, quoique ce que tu as lu, que c'est un lieu d'amour, un lieu qu'il y aurait presque... mais il ne me semble pas... Enfin, moi, je n'ai pas... on a tous notre regard, mais il ne me semble pas avoir vu dans le film La Maison est noire une contre-société, comme finalement, dans l'ordre... c'est une contre-société qui a existé d'une certaine façon. Voilà. Je crois qu'il y avait la même chose à la salle pétrière avec les folles, là. Pardon. Non, ça m'a fait penser à quand on enfermait les folles à la salle pétrière. Ça a été très scandaleux. Et en même temps, il y a des témoignages de ces folles enfermées qui disaient que finalement, elles étaient mieux à l'intérieur. Oui. Donc c'est quand même, en fait, ça pose effectivement une question politique, mais surtout, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait enfin, comment on accepte l'autre, surtout. Et en fait, c'est la violence, c'est de prendre des gens et de les mettre là de force, en fait. Après, peut-être que ça les protège aussi, mais je veux dire, c'est là que ça nous met en cause, justement, et que moi, je me sens pas confortable. Enfin, voilà. C'était à quelqu'un d'autre, la parole, normalement. Quelqu'un de patient. Bonjour, merci beaucoup pour ces choix. Je ne savais pas du tout ce que je venais voir et j'ai été assez secoué par tout ça. Il y a une remarque qui me venait à l'esprit et peut-être une question. La remarque, c'est pour rebondir sur une question qui a été posée précédemment, sur la question de l'invisible, enfin de la visibilité de la vision. Ce qui m'a marqué, c'est évoquer, au moins par le texte et par quelques images dans le premier film, et surtout montré dans le deuxième, c'est le fait qu'on a affaire à des images et à des films qui concernent des personnes qui, pour certaines d'entre elles, ne voient plus rien, sont aveugles. L'un des symptômes, l'une des conséquences de la lèpre, effectivement, c'est que ça rend aveugle. Ça m'a beaucoup marqué. Je voulais dire ça au passage. Et puis ensuite, je voulais vous entendre peut-être sur la composante religieuse des deux films. Dans le premier, je reconnais derrière la poésie, désolé si je vous donne l'impression de simplifier, mais cette irrévérence de la poésie persane, mais traversée de divin. Et dans le deuxième, il y a à un moment donné la traversée d'un cimetière avec une croix qui est au sol, qui est assez étrange d'ailleurs. Mais bon, cette question de l'île grecque, ce personnage qui lance presque des, je dirais pas des anathèmes, mais des imprécations comme ça, ça m'a évoqué un arrière-fond quand même, je dirais au moins ce qui concerne de la Grèce, très chrétien, où on a quand même à la fois... pour ces questions de motricité, de vision et d'élabrement du corps, je dirais à la fois les aveugles, les paralytiques et les lépreux, quoi. Donc forcément, ça évoque des choses. Oui, dans La Maison est noire, on évoque Dieu tout le temps, mais pour moi, c'est parce que Dieu est là dans la tradition, dans la société, mais Dieu les a faillis. Et je pense que c'est là où elle est subtile et Fullur aussi dans tous ses poèmes, c'est quelqu'un qui a un regard critique sur l'aveuglement envers Dieu. Il y a dans un de ses poèmes où elle critique, enfin sans critiquer comme ça, mais où elle décrit sa mère qui fait sa prière tous les jours aveuglement
sans être vulgaire, elle quand même, elle le commente. Alors que dehors, il y a des choses qui sont en train de se détruire. Ma mère, elle continue elle parle d'un jardin qu'ils ont dans le patio, que tout commence à mourir. Et sa mère qui continue à prier. Et à quoi bon? Donc pour moi, il faut connaître ces poèmes un peu parce qu'on dit Dieu, ça ne veut pas dire que c'est divin. C'est aussi... Dieu est un vrai objet à réfléchir dans notre culture en tout cas. Et oui, mais pour moi le film, justement, il dit que Dieu n'existe pas, sinon ces gens ils seront pas comme ça, et ils seront pas laissés. Et donc forcément, ils remplissent leur papier, les jeunes, de merci à Dieu pour ceci et cela. C'est plus simple de se dire que c'est Dieu qui les a formés dans cette image et pas autre chose. Sur la partie grecque, chrétienté, j'ai pas de quoi rajouter. C'était très bien dit. C'était très bien dit. Et peut-être, mais justement, le statut irrévérencieux de Forugh Farrokhzad, je tente, aujourd'hui, en tout cas depuis la République islamique, etc., est-ce qu'elle est, comme ça, d'une certaine façon, une figure résistante par rapport au pouvoir religieux? Comment elle se construit? Oui, je pense que elle a toujours été polémique, même à son époque, et même si le pays était en train de vivre une époque très moderne, avec les boîtes de nuit, les femmes en mini-jupe, les intellectuels comme ça qui étaient ensemble, et les fêtes et l'art, etc. Elle est allée un peu trop loin à chaque fois, non? Elle avait une relation ouvertement avec Ibrahim Golestan, le réalisateur, qui a aussi produit ce film, alors que lui, il était marié. Donc, on n'était pas en France des années 60, on était en Iran quand même. Et puis, bon, le fait qu'elle avait laissé sa famille, son fils a grandi sans elle. Et bon, après, elle est morte tragiquement. Donc, comme je disais au début, c'était presque... On dit ça, nous, que peut-être c'était... On dit qu'elle était... bon, là, c'est les Iraniens. On dit que chaque fois que les gens ils ont été assassinés, ça révèle nos traumas aussi, mais on dit que même peut-être elle a été... Quelqu'un a fait en sorte qu'elle ait un accident, un peu à la Lady Di. Mais bon, elle est morte horriblement. Elle a été jetée de sa voiture. Il y a même une image de ça. Et puis, évidemment, pour les femmes iraniennes qui sont en lutte depuis plus de 100 ans, il y a des écrits... on peut dire féministe, poésie féministe bien avant Forugh. Parvin Ehteshami, qui était fille d'aristocrate, écrivait des poèmes très, très... qui condamnaient totalement l'emprise de la religion et de Dieu sur la société et l'envie de liberté. Et il y avait des sociétés secrètes de femmes. Et donc, bon, Forugh, c'est quand même une figure pour nous toutes, et nous tous, je pense, les hommes qui s'allient à cette envie de liberté générale, très important. Elle a toujours été. Donc, elle n'était pas censurée pour sa poésie, sous le Shah, mais quand même, le film a été mis en pause, alors que Farah,
la reine, l'impératrice l'adorait, non? Fullur était très critique de la famille royale, donc il y avait cette tension. Et puis après la Révolution, bien sûr que on voulait que sa poésie ne circule pas, parce qu'il y a beaucoup de allusions à l'érotisme, à une liberté du corps de la femme, mais d'une manière très très subtile et fine et pas vulgaire du tout. Et donc, mais bon, on ne peut pas empêcher l'existence de ces figures, parce que c'est comme on voit dans la lutte actuelle en Iran, qui continue, que ça, c'est des choses qui nous sauvent, c'est nos points de résistance. Donc, évidemment, c'est des personnes qui influent sur les jeunes filles, même aujourd'hui, bien sûr. Et donc, Fullur, c'est comme... tout le monde a Fullur chez eux. Enfin, moi, j'ai grandi avec les poèmes de Fullur chez moi. Bon, je dirais pas tout le monde. Les familles très religieuses, traditionnelles, je sais pas. Mais oui, on peut avoir le divan de Hafez, Khayyam et Fullur. Elle est toujours là. Il faut dire que, alors, je tente le cliché, tu nous diras, c'est que la poésie en Iran appartient à une culture populaire quand même. Enfin, c'est en tout cas moins une culture confidentielle que on ne va pas dire en Occident, mais en France par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions et remarques? Oui. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir si vous saviez s'il y avait des lépreux qui ont vu les films et ce qu'ils ont dit. J'entends très mal. Ah pardon, je demandais si vous saviez s'il y avait des lépreux qui avaient vu les films et ce qu'ils en avaient pensé. Je ne sais pas. Ok. Parce que dans le film de Paulet, on dirait qu'il fait aussi ce film pour leur donner du coup une voix, et je me demandais si ils avaient validé plus ou moins ce travail-là. J'ai pas d'informations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... c'est une question difficile. On voit que c'est justement pour toi en ce moment une question qui est le rapport à les images et la violence. Alors on voit ici, en ayant vu des images, alors d'ailleurs qui sont aussi poétiques que violentes, c'est aussi. Mais disons que est-ce que par rapport à la question que ce journaliste, c'est un journaliste palestinien? Oui. Oui. Que est-ce que justement, avec les images et les régimes d'images qu'on regarde, toi tu as dit que tu t'obligeais, que tu ne pouvais pas t'empêcher, de les regarder. Moi, je les évite, je ne les regarde pas. Chacun ses choix. Oui. Mais justement, est-ce que ce sont des images avec lesquelles et après lesquelles le langage est possible? Est-ce que ce sont des images qui rendent justement peut-être impossible le langage? Ou la pensée. Oui. Moi, je pense que... Bon, c'est pas pour répondre à ta position, mais moi, je pense que ne pas voir ces images, c'est aussi... Enfin, je dis pas de regarder, mais... fait comme si ça n'existe pas, et parce que c'est une vraie question politique, que ces images ne sont pas montrées à un certain public et qui continue avec le langage de faire de la violence.
Et je pense qu'une fois qu'on voit ces images, on questionne justement. C'est comme ces films, une fois qu'on regarde, on ne peut pas ne pas se questionner. Et c'est pour ça qu'on regarde, c'est pour ça qu'on fait. En tout cas, pour moi, je pourrais très bien faire autre chose et ne pas m'embêter avec tout ça. C'est sûr que ce n'est pas pour ni gagner de l'argent, ni pour une notoriété, ou enfin toutes les choses que j'en ai pas. C'est pour pouvoir vivre dans ce monde qui est assez difficile. Et puis, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elles font, les images? C'est ça qui nous faut maintenant réfléchir, parce que c'est je pense qu'on n'a jamais eu un moment comme ça, où on voit... Enfin, on a eu avec chaque guerre une nouvelle invention de l'image par rapport à une guerre, non? Il y avait les drones où on voyait, et donc ça c'était pour nous, comment ça peut être qu'on voit exactement où les bombes vont tomber. Alors là, on voit les dégâts tout de suite, alors que les zones de guerre ont été un peu enfermées et ont laissé très peu d'images sortir, je pense, les dernières 40 ans de guerre. Bon, malheureusement, on est tout le temps en guerre, donc c'est presque... Donc, est-ce que ça permet... Il faut... Enfin, je pense que ce jeune homme, il a lancé un... Mais ils sont là, même lui et ses collègues, ils doivent avoir entre 20 et 23 ans, ces jeunes qui font les images et qui montrent et qui essayent de réfléchir, ne pas que montrer pour choquer. Mais voilà, on pense que l'image parle plus fort que les mots. Mais finalement, non. Donc du coup, oui, à quoi on arrive aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. J'aurais aimé avoir des réponses. Oui, c'était pas... Non, mais c'est... Après... C'était aussi peut-être une demande un peu de précision par rapport à ces mots très forts que tu as renoncé de ce journaliste tout à l'heure. Mais... Oui, c'était hier soir, j'ai vu ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Pardon, juste quelques secondes, mais je ne résiste pas à l'envie de rebondir sur la réponse que vous m'avez apportée tout à l'heure sur le fait de dire Dieu n'existe pas parce que sinon ces gens-là ne seraient pas dans cet état-là. Je ne vais pas régler la question d'un point de vue philosophique ou théologique, mais je pense quand même que pour rebondir sur ce que disait M. Breton tout à l'heure, je ne suis pas à leur place et je veux bien croire que pour certains, la foi en Dieu ne peut pas être balayée comme ça et c'est sûrement un réconfort. Deuxième chose, pour ce qui est des personnes qui osent regarder les handicapés, les malades, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'allais dire, il y a plus de lépreux ou presque plus, mais les gens qui osent porter ce regard, pas pour le cinéma, mais au quotidien, c'est aussi parfois des gens qui appartiennent, je ne sais pas, des congrégations de sœurs hospitalières ou des prêtres qui, par exemple, n'ont pas le choix. Alors je parle surtout pour ce qui peut se passer dans le monde chrétien, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est encore présent et qui peut nous faire nous poser la question de savoir ce qu'il y a entre la foi en Dieu et ce mal qui peut frapper les corps et les âmes. Oui, non, mais chacun a son avis sur Dieu, hein, et je méprise pas les gens qui ont la foi, mais je pense que beaucoup de fois, ça amène à s'auto-infliger une paralysie face à ce qu'on peut faire, et aussi
justifie aussi ce qu'on pense est juste dans nos actes. Et donc voilà, c'est pas mon point de vue là-dessus qui compte. Mais je pense que Foulour, ce que je voulais dire, c'est que c'est quelqu'un qui était assez critique. Et je répète, pas dans le sens vulgaire ou militante autour de Dieu. Mais quand même, qui voyait, et c'est grâce à elle, et beaucoup comme elle, qu'on a vu très tôt, je veux dire, depuis qu'on peut réfléchir en tant que société qui n'est pas soumise à un empereur ou qu'on n'est pas des partie d'un système féodal, que en fait la religion est un grand comment dire, est coupable de beaucoup dans notre société. Disons la religion, l'utilisation de la religion qui commence chez soi. Donc du coup, il y a une certaine sécularisation en Iran qui est voulue depuis très longtemps, et nous dire le contraire et ne pas comprendre le contexte. Donc du coup, c'est pas par Dieu qu'on va se sauver. Là, c'est sûr. On l'a essayé. Bani, je voudrais poser une question sur le pouvoir particulier du cinéma de provoquer une pensée chez celui qui le regarde. Je pense que le cinéma fabrique des spectateurs. On ne peut pas dire que la photographie, de la même façon, ou la peinture, on ne peut pas dire qu'elle fabrique des spectateurs de la même façon que le cinéma. Il y a eu des spectateurs au théâtre, mais ils ne subissaient pas le même envoûtement ou le même engagement. Et il y a une chose qui est quand même assez forte et que ces films utilisent formidablement bien, c'est le fait que le cinéma, c'est pas seulement regarder quelqu'un, c'est montrer à quelqu'un qu'on regarde quelqu'un. Donc le spectateur fait partie du triangle. Il n'y a pas de film sans spectateur, et la pensée du spectateur devient la pensée du film. Ce que le spectateur imagine fait partie du film. Et il y a des films pour lesquels ça porte moins à conséquence, et puis il y a des films pour lesquels ça porte beaucoup à conséquence. En raison de cette empathie ou de ce malaise qui est l'autre face de l'empathie. Et donc ça fait du cinéma quelque chose d'un petit peu particulier quand même. Le cinéma, c'est un morceau de vie qu'on regarde soi-même à l'abri, mais avec toute la connivence possible. Et je pense que c'est assez rare. Je pense que ni la peinture, par exemple, ni la photographie ne le donnent aussi fort, ni même la littérature, sans doute. Et qu'est-ce que ça veut dire, s'adresser au spectateur, et pas seulement faire une forme? Mais qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, faire quelque chose pour que ça soit vu et vécu, et que ça mobilise, et que ça dérange, et que ça réveille? C'est pas seulement un art, le cinéma, voilà, c'est pas seulement un art. Je sais pas comment répondre à ça. C'est vaste. Je sais pas. Enfin, le cinéma, ce qui le rend différent que la photo ou la peinture, c'est que c'est un art qui est time-based, qui se passe dans le temps. Oui. Alors que les autres, non. Enfin, on peut rester 2 heures devant une peinture, mais ça dépend. Mais après, je sais pas. Il y a des pièces de musique qui m'ont bousculé plus que des films parfois. Ou le film d'Eric Jarman, Blue, je pense que c'est... je sais pas. Je pense que le cinéma, sûrement pas tout seul dans son coin, mais ensemble, c'est là où ça a un sens aussi. Et puis pour moi, le cinéma a toujours été plus attirant parce que c'est quand même un art que je considère plus démocratique finalement, même si ça coûte beaucoup pour le faire.
c'est les lieux où on peut les partager, invite à n'importe qui, parce qu'on devient tous égaux, on est tous assis devant un écran, alors qu'aller dans une galerie ou dans un musée, ça implique quand même une décision, un geste qui n'est pas de tout le monde. Après, bon, je ne sais pas quoi répondre. Dans vos films, dans la continuité de cette question, dans vos films, quelle était pour vous l'envie que vous vouliez, enfin, quel était votre propos, votre envie? Est-ce que c'était de faire un témoignage, de raconter l'histoire politique du Liban et ce mélange de l'Iran, pardon, ce mélange entre archives et ce que vous avez filmé, ou est-ce que c'était justement de susciter quelque chose chez le spectateur au-delà de l'informer, de faire un témoignage? Est-ce qu'il y avait cette volonté de susciter quelque chose? C'est des difficiles questions, hein, vous me faites. On fait ce qu'on peut. Donc, je sais pas. Évidemment, j'ai envie de être témoin. Mais voilà, je sais pas. Oui, on a envie que les gens ils regardent, qu'ils ressentent, mais enfin, j'aime laisser les gens libres de ressentir ce qu'ils veulent. Après, c'est pas, je sais pas. Et agir sur toi-même, peut-être déjà. Oui. Non, mais c'est sûr que d'abord, je fais les films pour ne pas péter un câble. Ça, c'est sûr. Bon, on ne peut pas rester là-dessus. On ne va pas demander un happy end, mais on ne restera pas là-dessus. Merci beaucoup pour cette présentation. Dans le deuxième film, j'ai été frappée par le moment où la personne qui parle dit à celle qui tient la caméra que toutes les personnes qui l'ont filmé avant ou qui ont filmé les lépreux ont trahi un sens de ce que eux ils veulent montrer en se laissant filmer. Est-ce que ce danger en fait de trahir le sens de ce que vous filmez, c'est une inquiétude que vous avez dans votre travail, et si oui, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Oui, bien sûr. En fait, pour ça, moi, je ne fais pas beaucoup de films sociaux où enfin, comment dire? Moi, c'est très difficile. Et puis, je vois peu de films qui... Mais il faut que les autres le font, hein, enfin, sur des gens, entre guillemets, marginaux. C'est important. Mais c'est très difficile, je pense, de faire quelque chose qui reflète le désir de l'autre. Alors que c'est super important, je pense, parce que par rapport au privilège ou à cette empathie que Stéphane a soulevé, qu'on est aussi bien dans notre position avec la caméra ou en tant que spectateur. Donc c'est un défi. Moi-même, je suis assez... comment on dit, méfiante envers des gens qui veulent faire enfin pas envers les gens, mais envers les gestes de faire des films sociaux. Mais ce que j'aime plus, c'est de faire un film où quelqu'un peut nous dire ça à la caméra. Je pense que c'est très fort quand il le dit, parce que c'est presque attention, vous me filmez... mais sans qu'il évite la caméra. Et aveuglement, il est là. Je ne sais pas s'il est totalement aveugle, parce qu'il regarde vraiment la caméra beaucoup de fois. Peut-être qu'il voit quelque chose. Mais peut-être dans son cas, souci de qu'est-ce qu'il a à perdre. Il faut que lui, il prenne le risque aussi. Il prend le risque aussi de jouer le jeu. Mais évidemment, ouais, c'est pas...
c'est pas facile. Mais moi, je suis pas très prolifique, je produis pas beaucoup. Et peut-être je récolte un peu des choses que d'autres ont filmées pour réfléchir à ça, à ces questions-là. J'ai fini. Oui. Oui. Donner un sens à ce bazar. Je ne sais pas. Oui. Oui, non, mais c'est sûr que... Mais après, je ne me dis pas ça quand je me réveille le matin, alors je veux qu'on se... Tu vois. Mais c'est sûr que, oui, c'est témoin, mais je pense que déjà dans le geste des témoins, c'est ça, parce qu'on voit quelque chose, on veut le partager, on veut pouvoir transmettre. Et donc, c'est regarde là, il faut regarder ça, il faut entendre ça, il faut... Mais oui. Bon, il faut que je parte chercher ma fille. Oui. Allez, on va chercher les enfants. Bientôt. Merci beaucoup à Bani Rochnoudi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Merci.